C'est l'actualité internationale, ce qui vous Morning Post. Le pasteur Eric Nsenga, secrétaire général de l'ECC, affirme depuis Washington, dans une interview accordée à Stani Boujakera, que l'inclusivité du dialogue national doit impliquer tous les acteurs du conflit, y compris ceux qui ont pris les armes. Monseigneur Donancier Cholet, secrétaire général de la CENCO, réaffirme pour sa part la pertinence de la feuille de route élaborée avec la présidence et les confessions religieuses. Il défend d'une approche pastorale qui rejette l'exclusion et l'inclusion politicienne. On vient, pas seulement selon nous. Je dois juste enrichir en disant, contrairement au début de l'année 2025 où nous étions presque les seuls à promouvoir l'idée d'un dialogue national inclusif, aujourd'hui c'est un narratif qui a pris place à tous les niveaux et à tous les mécanismes internationaux. Que ce soit au niveau du Conseil de sécurité, que ce soit dans l'accord de Washington, c'est-à-dire dans la suite du processus de Washington comme celui d'Doha, c'est aujourd'hui accepté comme un consensus international et même un consensus national. Et donc, que cela apparaisse clairement dans la rhétorique ou dans la narration du président Tshisekedi, c'est déjà une évolution. Donc ici, je voudrais juste qu'on comprenne, ce n'est pas une demande expresse des églises qui est un dialogue inclusif, c'est un consensus national et international. Et puisque vous demandez quelle est la compréhension, pour nous, c'est avec tous les acteurs concernés ou impliqués dans les conflits. Dont ceux qui ont pris les armes. Dont ceux qui ont, comme ça on l'a dit, c'est pourquoi nous sommes allés à Goma dès les débuts, parce que nous avons reconnu la responsabilité de ceux qui ont pris les armes, et tous les autres acteurs qui n'avaient pas pris les armes, nous les avons vus. Donc pour nous, l'inclusivité doit être le mécanisme qui arrive à résoudre les conflits. La question, c'est plutôt, à mon sens, comment ferions-nous pour arrêter la répétition des conflits armés au Congo? Le dialogue le plus important qu'on a eu dans l'histoire de notre pays, sans vouloir le rappeler, c'est celui de 2001 à 2024, Santiti. Et vous savez qu'à la suite de ces dialogues, il avait été mis en place des mécanismes de justice transitionnelle, notamment la commission Vérité et Réconciliation. J'entends souvent ces débats quand les gens estiment que les dialogues n'ont jamais résolu les conflits. C'est faux. Dans l'histoire des conflits au monde, même quand nous évoquons la question de justice transitionnelle, c'est un mécanisme post-conflit. Le problème, c'est quand il y a cessation des hostilités, quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour garantir la non-répétition des conflits? Mais il y a la Constitution, il y a les élections. La Constitution, les élections ne sont pas des mécanismes. Ça, ce sont des fondements existentiels d'un État. Mais je parle dans l'histoire des conflits, nous avons des exemples concrets, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Côte d'Ivoire ici, même si le contexte n'est pas le même, pour ne pas vouloir citer les Rwandais, qui a aussi connu des conflits armés. Donc, dans le cas du Congo, parce que vous avez posé la question, pourquoi les dialogues n'ont pas résolu, la faiblesse, c'est pas les dialogues. Le dialogue est un cadre. Le dialogue est un mécanisme. La question, c'est comment nous assurons la continuation de mécanismes post-conflit. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas reprocher au dialogue de ne pas avoir résolu un conflit armé si les mécanismes mis en place pour garantir la non-répétition n'ont pas été consensuellement acceptés, n'ont pas été efficacement suivis par l'accompagnement international et n'ont pas bénéficié d'une appropriation nationale. Donc, au lieu de faire les procès au dialogue, il faut plutôt interroger la volonté collective dans l'efficacité de mécanismes post-conflit. Et si aujourd'hui, si vous le permettez, nous proposons l'initiative du pacte social. C'est pourquoi nous parlons du pacte social. Et mon collègue l'a dit, nous considérons le dialogue politique comme une des étapes, pas comme la solution, comme la finalité. Lorsque vous pensez que le dialogue politique est une finalité, alors nous allons nous arrêter sur le partage des postes, nous allons nous arrêter sur les consentements des belligérants. Mais lorsque vous faites les processus tels que nous l'avons proposé, c'est-à-dire
nous dépassons le dialogue politique par d'autres mécanismes d'accompagnement des résolutions. Ouais, mais la Constitution... Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jean-Claude Chabani, a reçu ce dimanche 10 février 2026 les charges d'affaires des États-Unis en RDC. Le diplomate américain, nommé le 20 janvier, est venu présenter les civilités. Les deux responsables ont évoqué la situation humanitaire et l'accord de coopération sécuritaire entre les deux pays. Nous avons eu une réunion très fructueuse avec son Excellence le ministre de l'Intérieur. On a discuté en détail nos coopérations avec les autorités congolaises ou surtout les autorités de sécurité. Nous sommes en train de renforcer notre coopération qui devient de plus en plus forte. Et je suis très optimiste. Il y a beaucoup de choses à faire et nous les faisons maintenant. À l'ouverture du Mining Indaba 2026 à Cape Town, la province de Lualaba s'est distinguée comme un acteur stratégique dans l'industrie minière africaine. Conduite par le gouverneur Fifi Masuka Saini, la délégation provinciale participe activement aux échanges, mettant en avant le potentiel minier de la région et ses opportunités d'investissement. Reportage. Le Mining Indaba 2026 qui se tient du 9 au 12 février au Centre des Conventions internationales du Cape Town a ouvert ses travaux ce lundi 9 février 2026. À la tête d'une forte délégation, la gouverneure du Lualaba y prend activement part. La rencontre réunit investisseurs, responsables gouvernementaux et acteurs majeurs du secteur minier pour débattre de l'avenir des ressources minérales africaines. Cette édition rassemble plus de 10 000 participants, parmi lesquels dirigeants d'entreprises, décideurs politiques et experts internationaux, placés sous le thème « Plus fort ensemble, progresser grâce au partenariat ». Cette édition poursuit la tradition du Mining Indaba, créé en 1994 comme principal forum africain dédié aux investissements et à la gouvernance minière. L'ouverture officielle a été marquée par une forte dynamique politique et économique avec des échanges centrés sur la gouvernance, l'innovation, le développement durable et la compétitivité des chaînes des valeurs minières africaines. Dans un contexte mondial où le cuivre, le cobalt et le lithium jouent un rôle clé dans la transition énergétique. Le président de la République des Zambie, Hichilema, a pris la parole lors de l'allocution inaugurale. Il a souligné l'importance d'attirer des investissements responsables pour créer des emplois et soutenir la croissance économique tout en mettant l'accent sur la coopération régionale pour le développement intégré de la ceinture qui préfère africaine, incluant la Zambie et la République démocratique du Congo. La RDC y joue un rôle considérable. La délégation congolaise, conduite par le ministre des Mines, Louis Watung Kabamba, a participé à l'un des panels de cette première journée, insistant sur la structure du secteur, la sécurisation des investissements et la transformation locale des minerais pour maximiser la valeur ajoutée nationale. La province du Lualaba se distingue par une présence forte et organisée sous la conduite de la gouverneure Fifi Masuka Saini, qui affirme son rôle de leader pour la valorisation des ressources minières. Et elle est accompagnée d'une délégation provinciale de haut niveau. La participation du Lualaba à Mining Indaba 2026 intervient à un moment crucial, alors que la République démocratique du Congo et ses partenaires répondent à la démarche croissante des minerais critiques pour la transition énergétique mondiale, tout en veillant à ce que cette richesse profite aux communautés locales et à l'économie nationale, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans les jours suivants, la gouverneure Fifi Masuka Saini est attendue pour intervenir dans plusieurs panels portant sur la transformation locale des ressources, le développement durable, l'implication des communautés et les partenariats publics-privés pour stimuler la croissance industrielle dans la province. Ces interventions renforceront le rôle stratégique des provinces minières africaines dans la mise en œuvre des politiques d'investissement et d'industrialisation. La gouverneure de la province du Lualaba a dans la foulée effectué également
une visite des stands, parmi lesquels celui de la République démocratique du Congo. Le président Paul Biya s'est adressé à la jeunesse camerounaise ce 10 février 2026 à 20h. Il a prononcé son message à la veille de la 60e édition des Fêtes de la jeunesse. Le chef de l'État a insisté sur l'insertion professionnelle de jeunes. Il a présenté cet objectif comme une priorité de son mandat. Il a annoncé la poursuite du plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes. Suivons-les. Célébration de cette 60e édition de la Fête de la jeunesse m'offre une fois de plus l'agréable opportunité de m'adresser à vous pour évoquer les problématiques nombreuses qui vous préoccupent. Elles sont très, je le sais, à votre présent, mais aussi et surtout à votre avenir. Elles concernent vos difficultés, vos frustrations, vos peurs et vos angoisses. Mais elles concernent également vos espoirs, vos attentes et vos légitimes aspirations. Mes chers jeunes compatriotes, ces problématiques qui vous préoccupent, je les connais. Je les connais d'autant plus que sous mon autorité, les pouvoirs publics déploient inlassablement des efforts méritoires pour y apporter des solutions appropriées. À cela, rien d'étonnant. Je n'ai en effet jamais cessé et je ne cesserai jamais de me soucier de vous. Mes chers jeunes compatriotes, m'adressant à vous ce soir, quelques mois à peine après ma réélection au poste de président de la République, je ne puis manquer de vous exprimer toute ma satisfaction pour la part que vous avez prise à cette élection et surtout de vous remercier du fond du cœur pour votre précieux soutien, sans lequel rien n'aurait été possible. J'en suis conscient. Ce qui aura sans doute été déterminant dans cette élection particulièrement disputée, c'est l'adhésion incontestable d'une grande majorité de jeunes au programme de société dont je suis porteur, mais aussi votre appréciation du bilan que j'ai présenté. C'est également, je le pense, bien sincèrement, la confiance et l'attachement dont vous ne cessez de m'honorer depuis mon accession à la magistrature suprême de notre pays. Je vous en suis profondément reconnaissant. Mes chers jeunes compatriotes, lors de ma prestation de serment, j'ai pris un engagement solennel devant vous et devant la nation tout entière. C'est celui de consacrer toutes mes forces à l'avènement d'un Cameroun stable, uni et prospère. Cet engagement, j'entends l'honorer, quelles que soient les difficultés et les obstacles suscités par un environnement international de plus en plus contraignant. Je suis persuadé que nous parviendrons ensemble à cet objectif. Ma détermination sans faille, votre courage et vos multiples talents en sont l'assurance. Mes chers jeunes compatriotes, je sais que certains d'entre vous se sentent désemparés face aux difficultés qu'ils éprouvent à trouver un emploi ou à mieux d'avoir confiance en leurs capacités.
Je les encourage à continuer d'entreprendre et d'avancer, quelles que soient les difficultés et les obstacles. C'est le secret de la réussite. Mes chers jeunes compatriotes, je vous ai promis lors de mes récentes prises de parole que votre insertion dans le marché du travail serait l'un des principaux chantiers de ce septennat. Tel est le sens du plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes que j'ai récemment annoncé. Des dispositifs incitatifs y afférents ont d'ores et déjà été élaborés par le gouvernement. L'objectif en étant de bâtir de véritables synergies entre l'État, le secteur privé et le reste de la société en matière de création d'emplois en faveur des jeunes. Je voudrais à cet égard citer entre autres les exemptions fiscales accordées aux entreprises qui recrutent des jeunes diplômés, la dotation de 50 milliards de francs CFA prévue par la loi des finances pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, le relèvement de la subvention du Fonds national de l'emploi et les mesures prises pour l'insertion des jeunes dans la réalisation des travaux à haute intensité de main-d'œuvre financés par l'État. Tous ces efforts, chers et chers compatriotes, sont un début de concrétisation des engagements que j'ai pris récemment à votre égard. C'est tout pour l'actualité internationale. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être à la une des informations.